Existe une race de fer dont l'âme, comme une fournaise, a de son feu bronzé la chair. Ces enfants naissent sur la paille, pour palais, ils n'ont qu'un taudis. C'est la canaille, eh bien j'en suis. Ce n'est pas le pilier du bagne, c'est l'honnête homme dont la main, par la plume ou le marteau gagne, en suant son morceau de pain. C'est la mère enfin qui travaille, les jours et quelquefois la nuit, c'est la canaille. Eh bien j'en suis. C'est l'artiste, c'est le bohème, qui sans souper rime rêve un sonnet à celle qu'il aime, trompant l'estomac par le cœur. C'est à crédit qu'il fait ripaille, qui loge et qui a des amis, c'est la canaille. Eh bien j'en suis. C'est l'homme à la face, à main nerveuse, qui sortant de ses pavillons, toujours avec l'esprit de drague, se pliant dans votre vécu, c'est la canaille. Eh bien j'en suis. C'est l'enfant que la destinée force à bouger. C'est sa 20e année, faut que je rentre au bataillon. Cher à Canon dans la bataille, toujours ici, c'est la canaille. Eh bien j'en suis. Enfin c'est une armée immense, vêtue en haillons, en sabots, et qu'aujourd'hui la vieille France les appelle sous les drapeaux. On les verra dans la mitraille, ils feront vivre, c'est la canaille. Eh bien j'en suis. Citoyennes, citoyennes, citoyens, la condition des travailleurs est tellement précaire dans ce pays, leur asservissement est tellement absolu que moi, Eugène Varlin, je vous dis qu'il importe avant tout et par-dessus tout de poursuivre énergiquement l'organisation des travailleurs. Le mouvement est en bonne voie. Dans toutes les branches de l'activité humaine, on commence à s'unir. Ouais! L'histoire de la commune de 1871 a été fabriquée par des escamoteurs. D'où jaillirent des inconnus du 18 mars 1871. Quelle a été la commune? Commandant de milliers de Français, patriotes, républicains, ont-ils été par des Français massacrés? Écoutons-les. Écoutons Victorine Brochet, femme du peuple, militante de l'Association internationale des travailleurs. Dans le courant de l'année 1864, Victor Hugo publia Les Misérables. Ce fut un événement que cette œuvre, dans laquelle le poète traite de la plus haute question de la philosophie sociale. Les classes dirigeantes en furent épouvantées. Victor Hugo. Victor Hugo.
seul ne rit. Ces 12 êtres pensifs que la fièvre maigrit. Ces filles de 8 ans, on voit cheminer seuls. Ils s'en vont travailler, 15 heures sous des meules. Ils vont de l'aube au soir faire éternellement, dans la même prison, le même mouvement. Accroupis sous les dents d'une machine sombre, monstre hideux qui mâche, on ne sait quoi, dans l'ombre. Innocent dans un bagne, ange dans un enfer, ils travaillent. On voit des petites filles de 12 ans s'offrir chaque soir dans la rue, qui n'ont pas de moyens de subsistance en dehors de la prostitution. Oui, la France nourrit annuellement environ 50 000 enfants trouvés. André Léo, autrice, journaliste, militante. J'ai vu de pauvres femmes travaillant 12 et 14 heures par jour pour un salaire dérisoire dans des ateliers malsains où elles sont entassées par troupeaux. Ni l'air, ni la lumière, ni le soleil ne pénètrent jamais. Et réduite à un salaire de misère, on force la femme à se vendre dans le mariage, en échange d'une protection souvent illusoire, ou à se louer dans des unions temporaires. On en a fait un objet, né pour le dévouement, annexe, accessoire de l'être principal, en lui ordonnant la soumission, en la privant par conséquent d'initiative et de responsabilité. On en a fait un objet. On en a fait un objet. En abaissant pour elle systématiquement le niveau de l'instruction, en la contrainte de rester intellectuellement inférieure, de descendre du rôle de sujet à celui d'objet. La soumission. La soumission. Quelle est la récompense d'une de ces femmes? Anxieuse, elle attend son mari qui s'est attardé dans le cabaret voisin de la maison et ne rentre que lorsque son argent est aux 3/4 dépensé. Elle, l'épouse, comme le chien de berger, garde le troupeau. Nombre de femmes révoltées se sont emparées de cette lutte sans la demander. Cela fait 80 ans. 80 ans se sont écoulés depuis l'inauguration du droit humain. Et c'est encore une nouveauté presque bizarre que de revendiquer la justice pour la femme. Si l'égalité entre les deux sexes était reconnue, ça fera une fameuse brèche dans la bêtise humaine. Louise Michel. Et un artiste. Travail mauvais, qui prend l'âge tendre en sa serre, qui produit la richesse en créant la misère, qui se sert d'un enfant ainsi que d'un outil, progrès dont on demande où va-t-il, que veut-il, qui brise la jeunesse en fleurs, qui donne en somme une âme à la machine et la retire à l'homme. C'est toujours l'autorité, chargée de maintenir les populations laborieuses dans le respect de la loi établie au profit de quelques-uns. Les travailleurs restent toujours à la merci des détenteurs du capital. Les gouvernements comprennent mieux que les prolétaires la puissance énorme que pourrait avoir une véritable internationale. On ne forme pas l'esprit d'un peuple en quelques jours, surtout un peuple foncièrement conservateur comme le peuple français. Ah, le peuple ne pourra s'entendre qu'en se groupant en de grandes familles ou petites communes qu'il gouvernera par lui-même aisément dans la justice. Le 18 septembre 1864, à Londres, a lieu un meeting. Tous les délégués de toutes les parties du monde se sont réunis pour reconnaître la détresse générale des travailleurs comme une cause entrant dans la commune des déshérités. Jusqu'alors, nous avons été malmenés, exploités à merci parce que nous étions divisés et sans force. Maintenant, on commence à compter avec nous. Nous pouvons déjà nous défendre. C'est l'époque de la résistance.
L'Empire est en pleine décrépitude. Ah, aucune classe de la société, aucune catégorie de citoyens ne croit plus à ce gouvernement. Tant qu'il en est arrivé là, il ne faut plus qu'un souffle, qu'une manifestation qui réunisse toutes les parties de la population pour le faire tomber. Et nous, enthousiastes, nous rêvons la révolution sociale dans la plus haute acceptation d'idées qui soit possible. Moi, Félicien, dit Tronsou, je vous affirme qu'il est acquis qu'un garde national apprend en un jour ce qu'un soldat, un piou-piou, n'apprend pas en un mois. La garde nationale, c'est l'expression du peuple en armes. Il y a chez le garde national un niveau moral supérieur, dont le bénéfice se retrouve partout. Le garde national sait ce qu'il fait, on comprend l'importance. Il apporte sa volonté personnelle. Il a le courage d'un homme libre qui fait sciemment le sacrifice de sa vie à une idée, à une conviction, à un devoir. Le 2 septembre 1870, c'est la débâcle. L'empereur Napoléon III capitule face aux Prussiens à Sedan et abdique. Le 4 septembre, c'est la proclamation de la Troisième République. C'était pour la forme, et ça ne servait à rien du tout. C'était un femme chapitre haineux, qui tenait avant tout à sa peau. Un jour il voit que c'est sa plus gêne. Aux ennemis on fait cadeau, quel beau cadeau. Femme sur deux touches content, qui s'en va en guerre. En des trois mouvements, en devant derrière. Femme sur deux touches content, qui s'en va en guerre. Vers la mer badingue, en dessous, tout le paquet. Vers la mer badingue, et le petit badingue.
Après la domination d'un gouvernement de la défense nationale, la classe ouvrière réclame les élections municipales immédiates, La suppression de la police d'État. la liberté de la presse, la liberté de réunion et d'association, L'amnistie politique et la levée en masse de tous les Français. L'ennemi prussien est aux portes de Paris. Le sang de nos défenseurs est sur le point de couler. Citoyens, si nous sommes vraiment les fils de 92, la République proclamée par le peuple peut seule conjurer le péril qui nous menace et sauver la patrie en danger. Par le fer et le feu, l'art terrible de la guerre va leur infliger des souffrances dont il sera demandé compte un jour à qui les aura causées. Allemand, celui qui vous parle est un ami. N'ayez pas d'illusions. Paris vous aime, mais Paris vous combattra. Paris vous combattra dans toute la majesté formidable de sa gloire et de son deuil. Paris, menacé de viol brutal, peut devenir effrayant. Vous prendrez la forteresse. Vous trouverez l'enceinte. Vous prendrez l'enceinte. Vous trouverez la barricade. Vous prendrez la barricade. Vous trouverez l'égout miné, faisant sauter les rues entières. Quant à moi, vieillard, j'y serai sans armes. Il me convient d'être avec les peuples qui meurent. Je vous plains d'être avec les rois qui tuent. Ô Prussiens, peuple allemand, oublions les crimes militaires que les despotes nous font commettre les uns contre les autres. Proclamons la liberté, l'égalité, la fraternité des peuples. Le gouverneur de Paris arrête. Article 1er. Les gardes nationaux doivent être rentrés à 10 heures au plus tard au domicile qui leur est assigné. Tout garde national qui sera rencontré dans la rue et qui ne sera pas muni d'une permission sera arrêté et puni disciplinairement. 19 septembre, c'est le début du siège de Paris par les Prussiens. Ni un pouce de notre territoire, ni une pierre de notre forteresse. Écoutons Léon Gambetta, ministre de l'Intérieur. Citoyens, le canon tonne. Le moment suprême est arrivé. Depuis 1789, Paris est debout et en haleine. Tous, sans distinction de classe ni de parti, vous avez saisi vos armes pour sauver à la fois la ville, la France et la République. Restons donc unis, serrés les uns contre les autres, prêts à monter au feu, et montrons-nous les dignes fils de ceux qui, dans les plus effroyables périls, n'ont jamais désespéré de la patrie. Vive Gambetta! Arrêté du préfet de police, général Trochu. À partir d'aujourd'hui, 20 septembre, tous les débits de boissons, cafés et restaurants devront être clos à 10h30 du soir. Toute contravention à cette mesure sera punie de la fermeture de l'établissement. 31 octobre, Paris reçoit 3 coups dans la poitrine. La perte du Bourget, la capitulation de Metz et de toute l'armée du glorieux Bazaine. L'arrivée de Thiers pour négocier un armistice avec les Prussiens. Paris, qui ne veut ni se rendre, ni être rendu, et qui en a assez des mensonges officiels, se lève. Le 31 octobre, on crie « Vive la Commune !» À bas, Pas d'armistice! Une paix honteuse, c'est l'avilissement de la France. Une paix honteuse, c'est dans un avenir prochain la guerre, guerre sauvage, guerre d'extermination.
une paix honteuse, c'est la ruine des revendications du prolétariat, c'est l'étouffement de la libre pensée, c'est la condamnation de la République. Il faut vaincre, et de notre victoire se dégagera l'émancipation du citoyen, l'affranchissement des peuples. Parle à raison. C'est la République universelle, démocratique et sociale. Il est constaté que certains crieurs de journaux sur la voie publique ajoutent fréquemment, au titre de leurs feuilles, l'annonce de certains faits qui n'y sont pas. Il est interdit aux crieurs et aux vendeurs de journaux d'énoncer autre chose que le titre et la date des journaux qu'ils vendent. Pendant le siège, l'eau nous manque. On nous interdit de laver le linge à la Seine. On commence à abattre les arbres du bois de Boulogne. On abat l'éléphant du jardin d'acclimatation. La chair est distribuée pour le service des ambulances et pour les bourgeois. Ce n'est même plus du cheval que nous mangeons. C'est peut-être du chien. C'est peut-être du rat. Je commence à avoir des maux d'estomac. Nous mangeons de l'inconnu. Les ménagères, au froid, dans la boue du dégel, quêtent des heures entières une ration de naufragés. Le bois pèse de l'or. Le pauvre n'a pour se réchauffer que les dépêches de Gambetta annonçant des succès en province. À la fin de décembre, les yeux agrandis par les privations s'allument. Va-t-on se laisser sombrer les armes intactes ? Le bombardement de Paris par les Prussiens est commencé. L'ennemi ne se contente pas de tirer sur nos forts, il lance ses projectiles sur nos maisons et menace nos familles et nos foyers. Dans les rues de Paris, c'est affreux. On s'habitue tellement à voir la mort défiler devant soi que cela semble faire partie de la rue. Lire les journaux devient une nécessité pour tous. Les théâtres sont autorisés. On joue des pièces de circonstance. Le gouvernement, qui le 4 septembre s'est chargé de la défense nationale, a-t-il rempli sa mission? Non! Nous sommes 500 000 combattants et 200 000 Prussiens nous étreignent. À qui la responsabilité, sinon à ceux qui nous gouvernent? Ils n'ont su ni administrer ni combattre, alors qu'ils avaient sous la main toutes les ressources, les denrées et les hommes. Le gouvernement ne répond que par la menace aux reproches de l'opinion. Il déclare qu'il maintiendra l'ordre. La population de Paris ne voudra jamais accepter ces misères et cette honte. Réquisitionnement général. Rationnement, Attaque en masse. C'est le texte de l'affiche rouge qui est collé dans Paris le 6 janvier 1871. Nous sommes bombardés dans les règles. Tout autour des fortifications, le bruit de la canonnade est terrible. L'horizon est rempli de fumée. On voit passer des langues de feu et des fusées. Des maisons brûlent, des coups de fusil retentissent, il y a de la besogne au rempart, les blessés et les morts abondent. Le 19 janvier à Buzenval, par centaines,
les gardes nationaux, hommes du peuple, artistes, jeunes gens sont tués. La terre a bu le sang de cette première hécatombe parisienne. Paris tout entier est dehors, dans l'attente. Des ambulances, des rangées, des gens stationnent, des voitures, des civières arrivent. Tout le monde se précipite. C'est un père, un fils, un mari, un frère que l'on cherche dans cette masse de blessés. Le 29 janvier, le drapeau allemand monte sur les forts. Le pacte est signé. 400 000 hommes armés de fusils, de canons, capitulent devant 200 000. Paris doit payer 200 millions sous 15 jours. Puis, la fièvre électorale remplace la fièvre du siège. Le 8 février, ce sont les élections à l'Assemblée nationale. La France rurale donne une majorité écrasante de royalistes et de bonapartistes qui a vocation à négocier la paix. Seul Paris élit 36 députés républicains opposés à la capitulation. Pour être définitive, la révolution prochaine ne doit pas s'arrêter à un simple changement d'étiquette gouvernementale. La société ne peut plus laisser à l'arbitraire des privilégiés de la naissance ou de la réussite la disposition de la richesse publique. Ce produit du travail collectif ne doit être employé au profit de la collectivité. En bas l'oligarchie gouvernementale, en bas la féodalité industrielle. Le 17 février, Adolphe Thiers est élu chef du pouvoir exécutif. Thiers dit le foutriquet. 1er mars 1871. Inoubliable journée de deuil. 30 000 hommes de l'armée allemande occupent les quartiers compris entre la Seine jusqu'à la Concorde, l'avenue des Ternes et le faubourg Saint-Honoré. Ainsi le veut la convention signée par Thiers, Jules Favre et Bismarck. La paix avec les Prussiens, il croit qu'elle est faite. Jules Vallès, journaliste et rédacteur en chef du Cri du Peuple. Sur quoi cela se signe-t-il, une paix? Sur un bout de parchemin, sur un chiffon de chancellerie? Vous croyez? Cela se signe et s'écrit sur la peau d'un peuple, rien que sur la peau. Et si par hasard, le peuple mue, le traité pourri. Quand l'arbitraire et l'injustice auront disparu, et que la liberté et la justice régneront sur la terre, moi, Eugène Varlin, je ne serai plus révolutionnaire. Mais jusque-là, croyez bien que plus je serai exposé à supporter les coups du despotisme, plus je m'irriterai contre lui, et plus je serai dangereux. Il nous appelle ambitieux. Quelle ambition? Celle d'être toujours misérable, toujours calomnié, toujours à la veille d'être fusillé? Non. Si l'on n'obéissait pas au devoir, on ne choisirait pas cette route sans fleurs et sans moisson. L'Assemblée nationale s'installe à Versailles. Elle supprime la solde des gardes nationaux. Non. Quoi? Elle oblige le paiement des loyers qui ont été supprimés. Non. Le 11 mars, le général Vinoy interdit 6 journaux républicains, dont le Cri du Peuple. La Révolution, n'ayant plus de journaux, parle maintenant par affiche, de toutes les couleurs, de toutes les idées. Montmartre, mairie, comité de vigilance, club, sont avec Belleville, l'épouvantail des gens de l'ordre. On a l'habitude dans les quartiers populaires de ne pas trop s'inquiéter des gouvernants. La meneuse, c'est la liberté. Elle ne capitule pas. Dans la nuit du 17 au 18 mars, Thiers prépare son attaque clandestine. C'est pour ce matin. À Montmartre. On va attaquer Montmartre dans quelques heures. Les soldats sont déjà peut-être sur la butte. Sur la butte ce matin-là. J'y suis. Le 18 mars à 3h du matin, 6 000 hommes, sans vivres, sans leur sac, s'éparpillent dans toutes les directions. L'exécution est aussi folle que l'idée. 4 heures du matin, le général s'empare de la position de Montmartre. Les canons pris, point de chevaux pour les emmener. On a des femmes qui se rassemblent de tous les côtés. Mais
Au but de Chaumont. Ah, Montmartre s'éveille. Ne rappelle pas. Dans l'aube qui se lève, on entend le tocsin. Nous pensons mourir pour la liberté. Au but de Chaumont, à Belleville, les canons sont pareillement surpris. Pendant ce temps, les faubourgs s'éveillent. Les boutiques matinales s'ouvrent. On parle à voix basse. On se montre les soldats, les mitrailleuses braquées contre les voies populeuses. Sur les murs, une affiche signée Thiers et ses ministres. Habitants de Paris, dans votre intérêt, le gouvernement est résolu d'agir. Que les bons citoyens se séparent des mauvais. Qu'ils aident la force publique. Les coupables seront livrés à la justice. Il faut à tout prix que l'ordre renaisse, entier, immédiat, inaltérable. On parle d'ordre. Le sang va couler. Un coup de canon, ça vient du secteur. Les rues encore désertes s'emplissent d'une foule agitée, à peine sortie du sommeil. Aux armes! Aux armes! Montmartre est pris! À la mort! Aux armes! Toutes les femmes sont là. Je ne sais comment. Ce n'est pas la mort qui nous attend sur les buts, mais la surprise d'une victoire populaire. Les femmes partent les premières, comme dans les journées de révolution. Elles interpellent les chefs, entourent les mitrailleuses. C'est indigne, qu'est-ce que tu fais là? Allons, bonne femme, éloignez-vous. Elles restent. On se jette sur les canons, les mitrailleuses, les soldats restent immobiles. Le général Lecomte ordonne feu sur la foule. Non, ne faites pas feu, ne tirez pas. Nous sommes vos frères. Un sous-officier sort des rangs. Crosse en l'air! Les soldats obéissent. La révolution est faite. Les soldats mettent de la crosse en l'air. La garde nationale fraternise avec l'armée. Le général Lecomte est prisonnier. Le général Clément Thomas, identifié par la foule, lui aussi est fait prisonnier. À mort! À mort! À mort! Au but de Chaumont, à Belleville, au Luxembourg, le peuple a également repris ses canons. À la Bastille, la garde nationale fraternise avec les soldats. Le comité central de la garde nationale, au complet, est réuni à l'hôtel de ville. Ils sont tous très heureux. Le soleil fait mis de la partie une journée splendide. Nous pensons en effet qu'une ère nouvelle va s'ouvrir. Bien. À 11 heures, le peuple a vaincu l'agression sur tous les points, conservé presque tous ses canons, gagné des milliers de fusils. Les bataillons fédérés sont debout, les faubourgs se dépavent. Thiers et son gouvernement se réfugient aux affaires étrangères. Abandonnés par les bataillons bourgeois, ils parlent d'évacuer Paris, d'aller refaire une armée à Versailles. À Versailles? En milieu d'après-midi, les soldats entraînent les deux généraux prisonniers dans un jardin à Montmartre, où les balles les tuent. Leurs cadavres sont maintenant étendus, troués comme des écumoires, dans ce jardin de la rue du Chevalier de la Barre, là-haut à Montmartre. Je n'aurais pas voulu voir du sang sur nos mains dès l'aube de notre victoire. Allons, allons, c'est la révolution. Ce soir, à l'hôtel de ville, les membres du comité central de la garde nationale se retrouvent une vingtaine dans le salon, très anxieux et très hésitants. Aucun d'eux n'a rêvé ce pouvoir qui tombe si lourdement sur leurs épaules. La nuit est calme, d'un calme mortel pour la liberté, car le général Vinoy emmène à Versailles régiment, artillerie, bagages. Si on avait fermé les portes de la capitale et fait bonne justice de ces gens-là, en les faisant simplement prisonniers, Thiers n'aurait pas eu le temps de tromper le
l'opinion publique de la province par ses mensonges et ses corruptions. La journée du 18 mars, si belle à son aurore, était vaincue, d'ores et déjà au déclin du jour. L'insuccès de la Révolution est tout entier dans cette journée qui promettait tant. Le 19 mars, l'honneur, le salut du comité central de la garde nationale fut de n'avoir qu'une pensée: rendre le pouvoir à Paris au peuple. Ces 100 noms ont su limiter leur programme aux revendications municipales, amener la population entière aux urnes. Citoyens, notre mission est terminée. Nous allons céder la place dans votre hôtel de ville à vos nouveaux élus. Nous voulons non seulement le conseil municipal élu, mais des libertés municipales sérieuses. La suppression de la préfecture de police. Le droit pour la garde nationale. Le droit pour la garde nationale de nommer ses chefs et de se réorganiser. La proclamation de la République comme gouvernement légal. La remise pure et simple des loyers en souffrance. Parisiens interdits à l'armée illégitime de tiers. Citoyens, ne perdez pas de vue que ceux que vous choisirez sont ceux qui seront parmi vous. Défiez-vous autant des ambitieux que des parvenus. Défiez-vous également des parleurs incapables de passer à l'action. Cherchez des hommes aux convictions sincères, des hommes du peuple, actifs, ayant un sens droit et une honnêteté reconnue. Le dimanche 26 mars est un renouveau. Paris respire comme au sortir des ténèbres. Les rues sont vives, les cafés bruyants. À Versailles, les rues sont sinistres. Les gendarmes tiennent la gare, exigent brutalement des papiers, confisquent les journaux parisiens. Au moindre mot de sympathie pour Paris, on vous arrête. Le suffrage universel a légalisé le drapeau rouge de l'émeute. Les membres de la municipalité parisienne vont siéger pour la première fois depuis 1793. Cette fois, nous avons la commune! Vive la commune! ramène avant l'aube à l'enclume. Nous qui des bras, des pieds, des mains, de tout le corps luttons sans cesse, sans abriter nos lendemains contre le froid de la vieillesse. Aimons-nous et quand nous pouvons nous unir pour boire à la ronde, que le canon se taise ou gronde. Buvons, buvons, buvons à l'indépendance du monde. Mal vêtus, logés dans des trous, dans les combles, dans les décombres, nous vivons avec les hiboux et les larrons amis des onfres. Cependant notre sang vermeil coule aperture dans nos veines. Nous nous plairions au grand soleil et sous les rameaux verts des chênes. Aimons-nous et quand nous pouvons nous unir pour boire à la ronde, que le canon se taise ou gronde. Buvons, buvons, buvons à la
ciel ou de la terre. Aimons-nous, et quand nous pouvons nous unir pour boire à la ronde, que le canon se taise ou gronde. Buvons, buvons, buvons à l'indépendance du monde. Magnifique, grandiose. Demandez le cri du peuple, lisez l'éditorial du juge, le cri du peuple. Clairon, sonné dans le vent, tambour, battez au vent. Embrasse-moi, camarade, toi qui comme moi les cheveux gris. Et toi, Marmot, qui joue aux billes. Embrasse-moi, viens, je t'embrasse aussi. Le 18 mars te l'a sauvé belle, gamin. Nous avons pleuré et saigné pour toi. C'est fini. Fils des désespérés, tu recueilleras notre héritage. Tu seras un homme libre. Grande fête de la proclamation de la commune, place de l'hôtel de ville. Le comité central de la garde nationale remet ses pouvoirs à la commune. Vive la République! Vive la commune! Vive la commune. Vive la commune. Le grondement lourd des canons, à intervalles réguliers, salue la révolution. Remise générale des 3 derniers termes de loyer aux locataires. La vente des objets au propriété est suspendue. La conscription est abolie. Tout citoyen valide fait partie de la garde nationale. La sociale, demandez le premier numéro de la sociale. La sociale. Demandez la sociale. C'est ça, les lois sociales ne devraient donc avoir pour but que la satisfaction des besoins communs à tous.
Une loi sociale qui admet de grandes, de funestes exceptions n'est pas une loi sociale. Surtout quand l'exception tente à devenir la règle. En ce 2 avril, la Commune de Paris, considérant que la liberté de conscience est la première des libertés, décrète. Article 1er. L'Église est séparée de l'État. Article 2. Le budget des cultes est supprimé. Article 3. Les meubles et immeubles appartenant aux congrégations religieuses sont déclarés propriété nationale. Oh, je pense. Religion signifie lien entre les hommes par le fait d'une croyance commune. Il y a cependant un grand nombre de religions. Mais pour chaque groupe de croyants, il n'y en a qu'une, la sienne, qu'il nomme par excellence la religion. Ce dimanche 2 avril, sans avertissement, sans sommation, les Versaillais ouvrent le feu, jettent des obus dans Paris. Une canonnade bien nourrie éclate soudain et nous assaille. Instantanément, je suis recouverte de terre. Je ressens une forte vibration dans tout le corps. Un trou immense s'est creusé à mes pieds. L'obus est entré en terre à quelques mètres de moi. Cela m'a préservé de la mort. Le 3 avril, manifestation des femmes vers Versailles. Citoyennes! Citoyennes! Nous allons à Versailles! Nous voulons arrêter l'effusion de sang! Au nom des femmes de Paris, nous portons à Versailles les deuils de nos pères, de nos maris, de nos enfants. Les femmes ne se demandent pas si une chose est possible, mais si elle est utile. Alors elles réussissent à l'accomplir. Le gouvernement a attaqué. Le sang a coulé. Citoyennes, à nous maintenant d'encourager nos gardes nationaux et de soigner nos blessés. Notre tentative restera comme une protestation contre le gouvernement de Versailles. Nous le tenons pour responsable devant la France entière. Vive la commune! Vive la commune! Vive la commune! Parmi les plus implacables lutteurs qui défendent la République comme l'aurore de la liberté, les femmes sont en nombre. On ne nous a pas consultés pour cela. Nous n'avons à consulter personne. Le monde nouveau nous réunira à l'humanité libre dans laquelle chaque être aura sa place. Quand on s'oppose à la revendication pour la femme de la liberté, de l'égalité, on se fait le chantre du monde ancien contre les principes de l'ordre nouveau. Une infériorité physique. Oui, mais le contrat social a pour but de remplacer le droit du plus fort par le droit commun. Une infériorité morale. Mais il n'y a pas de morale sans liberté, sans responsabilité. Une infériorité intellectuelle. En a-t-elle moins? Pensée, conscience, volonté. L'armée des Versaillais, l'armée de l'ordre, massacre de prisonniers. La commune arrête Monseigneur d'Arbois, archevêque de Paris. 5 avril, décret des otages. Toute exécution d'un prisonnier de guerre ou d'un partisan du gouvernement régulier
de la Commune de Paris sera, sur le champ, suivi de l'exécution d'un nombre triple des otages retenus. 6 avril, MacMahon est nommé commandant en chef de l'armée de Versailles. Le général Dombrowski reçoit le commandement de la garde nationale de la place de Paris. C'est aujourd'hui que le peintre Gustave Courbet a dit « J'en appelle aux artistes, j'en appelle à leur intelligence, à leurs sentiments, à leur reconnaissance. Paris les a nourris comme une mère et leur a donné leur génie. Les artistes, à cette heure, doivent, par tous leurs efforts, concourir à l'état moral des Parisiens. » L'Union des femmes pour la défense de Paris et les soins aux blessés établit dans chaque arrondissement un comité chargé de l'enregistrement des citoyennes prêtes à servir aux fourneaux, aux barricades. Notre ennemi, ce sont les privilégiés de l'ordre social actuel. Nous voulons le travail, mais pour en garder le produit. Plus d'exploiteurs, plus de maîtres. Et nous demandons le concours actif de toutes les citoyennes. Devant le danger suprême, nous sommes toutes prêtes à combattre et à mourir pour la liberté. Vous savez que M. Thiers est tiré sur les ambulances de la commune? Il a répondu aux protestations de la Société internationale de secours aux blessés. La commune n'ayant pas adhéré à la Convention de Genève, le gouvernement de Versailles n'a pas à l'observer. 12 avril, proposition d'échanger Monseigneur Darbois, archevêque de Paris, otage détenu par la commune, contre Auguste Blanqui, emprisonné par le gouvernement de Versailles. Décret sur la démolition de la colonne Vendôme, symbole de l'Empire. 15 avril, réouverture du musée du Louvre au public. 16 avril, décret sur la réquisition des ateliers abandonnés par leurs propriétaires pour les remettre à des coopératives ouvrières. 19 avril, c'est la déclaration au peuple français. Le programme de la commune est voté à l'unanimité moins une voix. J'en citerai un extrait. L'unité politique telle que le veut Paris, c'est l'association volontaire de toutes les initiatives locales, le concours spontané et libre de toutes les énergies individuelles en vue d'un but commun, le bien-être et la sécurité de tous. Les bureaux de placement sont supprimés et remplacés par des bureaux municipaux. Et les ouvriers boulangers viennent d'obtenir une réforme radicale dans les conditions de leur travail. Le travail de nuit est supprimé. 21 avril, Thiers impose le blocus ferroviaire de Paris. Ce même jour, une délégation de francs-maçons se rend à Versailles. 24 avril, Léo Frankel est nommé à la commission travail. 25 avril, course cessez-le-feu à Neuilly. 28 avril, décret interdisant les amendes et les retenues sur salaire. Même jour, Jules Miot propose à la commune la création d'un comité de salut public. Non 29 avril, c'est le défilé des francs-maçons sur les remparts. Et lors du vote ce jour à la commune pour la création d'un comité de salut public, se dégage une majorité et une minorité qui vote contre. Par l'un, vote contre. 4 mai, interdiction du cumul des salaires. Le même jour, prise par les Versaillais de la redoute du moulin Saquet. 300 morts.
5 mai, interdiction des journaux versaillais. Non, si nous agissons comme nos adversaires, comment le peuple pourra-t-il choisir entre nous? 6 mai, dégagement gratuit des objets de moins de 20 francs au mont de piété. 8 mai, ultimatum de Thiers. 9 mai, les Versaillais occupent le fort d'Issy. 10 mai, de l'Écluse est nommé délégué à la guerre. Le même jour, c'est la ratification du traité de Francfort. On perd l'Alsace et la Moselle. Lisez le prolétaire, organe des revendications sociales. Lisez le prolétaire. Nous sommes le prolétariat. Cet homme peuple qui ne cherche que la lumière, l'honnête, le juste et la vérité, qui rejette le mensonge, la trahison, la bassesse et la servilité. La République ne veut ni roi, ni maître, ni dictateur, ni sauveur, ni prophète. Tous les soirs à 8h, le club des prolétaires tient ses réunions. Église Ambroise, boulevard Voltaire. 6e réunion. 3000 citoyennes et 1 millier de citoyens sont présents. L'ordre du jour est l'éducation du peuple par le peuple. Faisons l'éducation du peuple par le peuple. Instruction gratuite, horaire de travail allégé et salaire minimum. Organisons le service de l'enseignement laïque. Et dans chaque arrondissement, et nommons les instituteurs parmi les citoyens qui se sont présentés. Et une école où la nature sera écoutée, la liberté respectée et dont l'égalité sera le dogme. L'école de dessin deviendra l'école professionnelle d'art industriel pour jeunes filles. Décret du 13 mai. En matière de séparation de corps, le président du tribunal pourra allouer à la femme qui demande la séparation une pension alimentaire. Les minoritaires de la commune dont je fais partie publient un manifeste et font sécession. Les Versaillais occupent le fort de Vanves. Demandez le tribun du peuple. Aujourd'hui, 16 mai, la colonne Vendôme a été abattue devant une foule nombreuse. Demandez le tribun du peuple. Lisez l'éditorial de Prosper Olivier Lissagaray. Je lis bien dans le journal officiel, sur les murs, désordre, désordre, et désordre encore, et chaque jour, matin et soir. Et la méthode est absente. Mais l'état-major, les bureaux, l'administration, capables de faire exécuter ces ordres, ils n'existent pas. L'organisation militaire est absolument défectueuse. Et pourtant, la grande attaque s'annonce. Nous sommes à la période de l'immense lassitude. Les compétitions, les disputes ont détrempé toutes les énergies. De quoi s'occupe la commune le 19 mai? Des théâtres. En effet, les théâtres dépendent à présent de la délégation à l'enseignement. Édouard Vaillant soutient que l'intervention de l'État est légitime, que le personnel est exploité. Il faut appliquer au théâtre le régime de l'association. Le 21 mai, la porte de Saint-Cloud est en miettes. Depuis plusieurs jours, des membres de la commune signalaient cette brèche au chef d'état-major. Le comité de salut public, informé de l'abandon des remparts, se borne à prévenir la délégation à la guerre au lieu d'accourir. Au même moment, sous les ombrages des Tuileries, il y a un concert monstre au bénéfice des veuves et des orphelins de la commune. La dépêche du général Dombrowski est parvenue à 7h du matin au comité de salut public. Les
Versaillais sont rentrés par la porte de Saint-Cloud. Je prends des dispositions pour les repousser. Si vous pouvez m'envoyer des renforts, je réponds de tout. On croit au général, à la solidité des remparts, à l'immortalité de la cause. Tout se passe en causerie, il n'y a ni motion ni débat. 20h sonne, Jules Vallès lève la séance. C'est la dernière séance du Conseil de la Commune. Dans ce moment d'incertitude critique, personne pour improviser sur l'heure un plan de défense. Ainsi, sorti de l'hôtel de ville, le Conseil de la Commune de 1871, au moment du danger suprême, quand les Versaillais pénétraient dans Paris. Les Versaillais égorgent dans Paris, et Paris l'ignore. La nuit est bleue étoilée, tiède, chargée des parfums du printemps. Il y a foule au théâtre, les boulevards ruissellent de vie. Ce que je vois est bien triste. Tous les fédérés battent en retraite. Ils ont l'air si malheureux. Les yeux baissés, tenant les chevaux par la bride, traînant derrière eux tout leur attirail de guerre. Ils ont perdu leurs dernières illusions. À 3h du matin, les Versaillais inondent Paris par les 5 plaies béantes des portes de Passy, Auteuil, Saint-Cloud, Sèvres et Versailles. La plus grande partie du 15e arrondissement est occupée. 22 mai, les Versaillais envahissent les quartiers de l'Est. Vers 2h du matin, Dombrowski arrive à l'hôtel de ville, pâle, défait, contusionné à la poitrine par un éclat de pierre. Il raconte au comité de salut public l'entrée des Versaillais, la débandade de Passy. On s'étonne de cette invasion si rapide. Les Versaillais. C'est maintenant la guerre des barricades! Chacun dans son quartier! Au bruit du canon, Paris se lève et voit la proclamation de Delécluze. Place au peuple! Place aux combattants aux bras nus! L'heure de la guerre révolutionnaire a sonné! Aux barricades, frère! Aux barricades! Barricade! Que chaque coin de rue devienne une forteresse! Que les enfants roulent des pavés! Que les femmes couchent des sacs de terre! Aux armes, bataillon fédéré! Vous êtes tout tenez en vos mains le sort de la révolution! Vive la À 9h, 20 membres du comité se trouvent réunis. Réunion stérile, où l'on ne fait qu'échanger des nouvelles. Nul ne se préoccupe de donner une impulsion, un système de défense. Les fédérés sont abandonnés à leur inspiration. À défaut de direction, les proclamations du salut public ne manquent pas. À midi, il affiche... Que tous les bons citoyens se lèvent. Tous aux barricades. L'ennemi est dans les murs! Aucune hésitation! En avant pour la liberté! Aux armes! Grands mots, rien que des mots. Et pourtant, les barricades commencent à pousser partout. Celle de la rue de Rivoli, qui protège l'hôtel de ville. Dans tout le 9e, dans toutes les rues. Du carrefour du faubourg Montmartre, de Notre-Dame de Lorette, de la Trinité, de la rue des Martyrs, remue vivement leur pavé! On barricade les grandes voies d'accès. La Chapelle, les Buttes-Chaumont, Belleville, Ménilmontant, la Bastille, les boulevards Voltaire et Richard Lenoir. La place du Château d'Eau, les grands boulevards. Sur la rive gauche, le boulevard Saint-Michel, le Panthéon, la rue Saint-Jacques, les Gobelins et les principales avenues 13e. Ce même matin, Thiers a télégraphié à Jules Favre. Je rentre de Paris, où j'ai vu de bien terribles spectacles. Venez, mon ami, partager notre satisfaction.
Il a pu voir des exécutions sommaires, des massacres de prisonniers. Ce jour-là ouvre la semaine sanglante. De rouges clartés s'élèvent rue de Rivoli, le ministère des Finances brûle, le Paris de la révolte est debout. Ceux-là même, qui n'ont pas d'illusions sur l'issue de la lutte, veulent servir leur cause immortelle par le mépris de la mort. La commune est composée d'hommes, d'intelligence, de courage et d'une extrême volonté. Le pouvoir ne leur laisse plus d'implacable volonté que pour le sacrifice. Et ils savent mourir héroïquement. C'est le pouvoir qui est maudit. C'est pour ça que je suis anarchiste. 23 mai, Paris s'embrase. C'est la dernière nuit de l'hôtel de ville. À Montmartre, le massacre se centralise sur les buttes. Les Versaillais grimpent au but par toutes les pentes, occupent sans aucune résistance tout le 18e arrondissement. 42 hommes, 3 femmes et 4 enfants ramassés au hasard sont conduits devant le mur au pied duquel les généraux ont été exécutés le 18 mars, contraints de fléchir les genoux, tête nue, puis on les tue. On voit une femme tenant son enfant dans les bras, qui refuse de s'agenouiller et crie à ses compagnons: montrez à ces misérables que vous savez mourir debout. Les fédérés, sans direction, sans connaissance de la guerre, ne voient pas plus loin que leur quartier ou même que leur rue. Je ne puis détailler ici chaque barricade, il y en a à tous les coins de rue. Mais il y en a une qui mérite une mention particulière. Elle s'élève sur la place Blanche, parfaitement construite. Elle est défendue par un bataillon de femmes, 120 environ. Drapeau rouge en tête. Les femmes ont leur barricade place Blanche. Il y a là Elisabeth Dmitrieff, Nathalie Lemel. Boulevard Magenta, nous voyons un cortège. Des amis portent un brancard sur leurs épaules. C'est Dombrovski, mortellement blessé, qui nous supplie: n'allez pas de ce côté, tout est fini. Vous serez massacrés pour rien. Je vais mourir. Mais ne cherchez pas à me venger. Pensez à sauver la République. Les hommes ne comptent pas. Appel du comité de salut public aux soldats de l'armée de Versailles. Le peuple de Paris ne croira jamais que vous puissiez diriger contre lui vos armes. Comme nous, vous êtes prolétaires. Ce que vous avez fait le 18 mars, vous le ferez encore. Ouais! Venez à nous, frères. Venez à nous. Nos bras sont ouverts. 24 mai, les membres de la commune évacuent l'hôtel de ville. Les Versaillais fusillent les Parisiens en masse. Les fédérés fusillent 6 otages. C'est la nuit du canon. Vers 10 heures, des flammes jaillissent du beffroi de l'hôtel de ville. Des voûtes et des cheminées s'écroulent. Sourdes détonations et explosions éclatantes. 1 heure après, c'est un brasier. La délégation à la guerre et les services s'achemine par les quais vers la mairie du 11e. Le 11e commence à devenir le refuge des débris des autres bataillons, des autres arrondissements. De l'Écluse dit que tout n'est pas perdu. Il faut tenter un grand effort qu'on tiendra jusqu'au dernier souffle. Je propose, dit-il, que les membres de la commune passent en revue sur le boulevard Voltaire tous les bataillons qu'on pourra rassembler. Je continue ma route. Je traverse le canal. Dans mon parcours, je vois des horreurs. On me force à enlever des pavés à chaque barricade. Je ne réponds pas. Je file. Me prenant pour un gamin, on me laisse passer. 25 mai, toute la rive gauche est aux mains des Versaillais. La mairie du 11e est abandonnée. La Bastille et la place de la République deviennent le centre du combat. De l'Écluse revient à la mairie du 11e où il écrit à sa sœur: Ma bonne sœur, je ne veux ni ne peux servir de victime et de jouet à la réaction victorieuse. Je ne sens plus le courage de subir une nouvelle défaite après tant d'autres.
je t'embrasse 1000 fois comme je t'aime. Adieu, ton frère qui t'aimera jusqu'à son dernier moment. La sanglante journée du 25 mai voit tomber de l'écluse. Les Versaillais occupent la caserne du château d'eau. Derrière les pavés écroulés, les derniers défenseurs de la formidable barricade qui barre l'entrée du boulevard Voltaire répondent encore au feu terrible qui plonge sur eux. Je prends notre drapeau. En tête de ma petite troupe, je me dirige vers le 20e arrondissement où les membres de la commune se sont réfugiés après la prise du 11e arrondissement. À Belleville, beaucoup de gens se réfugient dans les caves. On dit des choses horribles sur les atrocités commises par les Versaillais. Cette fois, nous sommes à la porte de l'enfer. Les femmes, les enfants, les vieillards sont épouvantés. On tire sur Belleville, à boulet rouge. 26 mai, la résistance se concentre dans Belleville. La mairie. 48 otages sont fusillés par la commune Ruerceau. Varlin, lui, s'est opposé physiquement à ces exécutions Ruerceau. Ne laissez pas déshonorer la commune! Le 27 mai au soir, il ne reste que 2 morceaux des 11e et 20e arrondissements aux mains des fédérés. Les Versaillais, eux, campent place des Fêtes, rue Fessard, rue Pradier, jusqu'à la rue Rébeval. Le quadrilatère compris entre la rue des Faubourgs du Temple, la rue de la Folie-Méricourt et les boulevards extérieurs est presque entièrement occupé par les fédérés. Il pleut à torrent. Les obus accablent toujours Belleville. Les blessés affluent à la mairie du 20e, où il n'y a ni médecin, ni médicaments, ni matelas, ni couverture. Les malheureux agonisent sans secours. Le dimanche 28 mai, au 17 de la rue de la Fontaine-au-Roi. Ceux des dernières heures s'en vont vers les barricades de la rue de la Fontaine-au-Roi. Dans cette nuit de mort, majorité et minorité se tendent la main. Sur la barricade flotte un immense drapeau rouge. Il y a là Théophile Ferret, Jean-Baptiste Clément, Varlin, Gambon et un garibaldien. La barricade de la rue Saint-Maur vient de mourir. Celle de la rue de la Fontaine-au-Roi s'entête, crachant la mitraille à la face sanglante de Versailles. Les seuls à tenir encore debout sont ceux de la Fontaine-au-Roi. C'était mon char et les gendarmes. On ne voit plus par les chemins que des vieillards tristes en larmes.
hélas, ne devait pas en réchapper. Le dimanche 28, place Cadet, il fut reconnu par un prêtre qui courut chercher un officier. Un lieutenant saisit Varlin et lui lia les mains derrière le dos. Par les rues escarpées, ce Varlin, qui avait risqué sa vie pour sauver les otages de la rue Axo, fut traîné jusqu'à Montmartre. Il ne marchait plus, on le portait. Là où le 18 mars, ils avaient tué leurs généraux, les soldats versaillais armèrent leurs fusils. C'est Varlin de la commune. À mort, crie une foule aveugle. À mort. On l'assit pour le fusiller. Les soldats crevèrent son cadavre à coups de crosse. Le lieutenant vola sa montre et s'en fit une parole. Varlin m'avait dit le 27 mai, nous serons dépecés vivants. Or, nous serons traînés dans la boue. On a tué les combattants, on tuera les prisonniers, on achèvera les blessés. Ceux que l'on épargnera, s'il en reste, iront pourrir au bagne. Oui, mais l'histoire finira par voir vrai et dira que nous avons sauvé la République. Voilà ce que j'écrirai. Moi, Prosper Olivier Lissagaray. Je l'écrirai afin de témoigner pour l'histoire. Que chacun, chacune, sache. Au temps de l'Esserie et des guerres possegnables et Merle Moquin seront tous en fête. Les belles auront la folie en tête et les amoureux du soleil au cœur. Quand nous en serons au temps des cerises, sifflera bien mieux
Et ta